Bon, bienvenue à cet atelier. Oui, c'est vrai que je vous ai percé, mais il est très très fort le micro. Hein. Non, je vous ai percé des tympans là. Et les miens aussi d'ailleurs. Que devient la relation utilisateur quand l'IA s'en mêle? Ben, on va en discuter donc avec Cédric Thomas, qui est fondateur de la solution de conciergerie hybride. J'en parlais tout à l'heure pour ceux qui étaient dans la plénière. Homme-machine, c'est Weedy. Avec François Marical aussi, qui est responsable du marketing digital du site de e-commerce de Cdiscount. Vous pouvez me rejoindre au fur et à mesure, comme ça en plus on vous identifie, c'est parfait. Éric Dadian, qui est président de l'Association française de la relation client et qui est cofondateur de WikiPME. Et puis Yann Maréchal, pardon, je me suis dit, tiens, elle nous a fait faux bon. Elle a été retenue dans la salle plénière. Yann Maréchal, installé. Il manque une chaise? Bah, écoutez, vous êtes sûr? Ok. Non, mais sinon, il n'y a pas de souci. Je pouvais laisser la mienne. Et Yann Maréchal, pardon. Alors, elle est chef de projet innovation au pôle territoire digital, pardon, à la DGNSI de Bordeaux Métropole. J'ai tout juste, mais il faut du souffle hein, pour lâcher tout ça. François Marical, j'ai presque envie de démarrer avec vous. Cdiscount, c'est quand même un pionnier du commerce électronique. Je suppose que des données, vous en avez à ne plus savoir quoi en faire, des données depuis l'origine des temps. J'ai envie de dire, forcément, vous êtes un pionnier donc, du commerce digital, vous êtes aussi forcément un commerce de l'intelligence artificielle, en tout cas des big data, ça c'est sûr. Avec un micro, ça marche mieux. Bah effectivement, hein, c'est quoi le e-commerce aujourd'hui? C'est un grand nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, c'est Cdiscount. Je vais parler de mes chiffres. Mais bien sûr. C'est à peu près 9 millions de clients sur une année, des gens qui vont passer pour acheter. Et en face, c'est aujourd'hui, avec les logiques de marketplace, donc on a des gens qui viennent, on a nos produits qu'on vend, mais on a aussi énormément de produits qu'on vend pour des tiers. On rajoute des services, etc. Donc aujourd'hui, on a de l'ordre de grandeur de 40 millions de produits proposés, quoi. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait parce que... Si, on imagine, ouais. Justement, on ne voit pas trop. Mais ça ne rentre pas ici. On ne voit pas trop, mais si vous voulez, moi, dans une supérette, je suis à peu près perdu et ça doit être quelques centaines de références. Un hypermarché, c'est 40-50 000. Donc là, on est à 1000 hypermarchés empilés. Donc si vous voulez proposer en brut comme ça sur votre site, c'est assez peu probable que vous en vendiez une. Clairement. Donc le point de départ qui a été l'utilisation de l'intelligence artificielle chez Cdiscount en particulier, c'est comment est-ce qu'on structure, comment est-ce qu'on rend pertinent cette offre pour une demande. Donc le point de départ, ça a été celui-là. Donc si on voit comment on fait, d'ailleurs c'est une force du digital, qu'on est digital natif, c'est plus facile, c'est que beaucoup de gens qui rentrent sur notre site vont aller dans le moteur de recherche et vont écrire canapé rouge. Bah, c'est pas mal, déjà on a un bon indice. C'est déjà un indice, ouais. C'est déjà mieux que rien. Et donc une bonne partie de... Après on fait beaucoup de choses aujourd'hui au-delà de ce moteur, mais le point de départ c'est comment est-ce qu'on structure l'offre en fonction de ça. Et donc on a cette chose assez forte, on a la demande client qui arrive. Et on y reviendra peut-être, mais c'est finalement aujourd'hui, on structure beaucoup de choses autour de cette demande client, qui est vraiment une richesse unique qu'on n'avait pas auparavant. C'est l'avantage du digital. Et l'IA, du coup, rajoute une couche, c'est comment j'exploite cette demande, qui est variée, qui change dans le temps, pour structurer ce que je peux proposer aux consommateurs en termes de services, d'offres, etc. C'est-à-dire qu'on devance, on a même... Enfin, c'est un outil finalement presque prédictif, cette donnée-là. Ce qu'ils ont cherché parfois en vain, ça envoie une information. J'ai presque envie de dire ce qu'ils n'ont pas cherché non plus, mais ce qu'ils ont cherché en vain, parfois c'est une vraie information. Alors, il faut aussi se méfier quand on dit on a beaucoup d'informations. Ouais. Ils savent tout, ces gens-là, c'est pas vraiment... Oui, mais j'allais y venir. Ouais. Si vous avez acheté du vin, même très cher, vous vous êtes fait plaisir, vous avez acheté une belle bouteille, ça ne veut pas dire que le coup d'après, vous allez vous nourrir exclusivement de Château Lafite. C'est compliqué. Et ça ne veut pas dire que vous allez acheter des canapés chers. Enfin, les gens ne sont pas aussi caricaturaux que ça, Dieu du ciel. Donc on a des indices, certes, mais ça ne fait pas tout. Donc il faut l'exploiter au mieux, sans tomber dans la caricature, parce que ça ne marche pas non plus. Donc voilà, on a un faisceau d'indices qui est plus ou moins utile, etc. Mais comme on a 8000 catégories de produits, il y a peu de gens qui ont acheté dans les 8000 catégories de produits plusieurs produits sur Cdiscount. En fait, il n'y en a pas. Clairement, ouais. Donc de toute façon, il reste quand même un peu de pari, un petit peu de... Voilà, il y a de l'intelligence artificielle qui nous donne une base pour proposer quelque chose qui nous paraît le plus intelligent possible, mais on n'est pas dans la caricature absolue, on ne sait pas non plus tant de choses que de ça. Quoi. Finalement, les bases du commerce restent les bases du commerce. Il y a aussi un peu de flair, quoi. Il faut avoir un peu de flair, il faut sentir les choses. Et ça, donc c'est un mix des deux, et on sert de l'intelligence artificielle pour
rendre possible ce match entre la demande et les offres qu'on a. Mais voilà, il restera toujours, ce ne sera jamais parfait non plus, et heureusement pour tout le monde. Vous avez deux types de clientèle, c'est-à-dire qu'il y a le client lambda, je vais dire, vous êtes à la fois B2B, B2C, et puis aussi vous avez une autre clientèle, c'est toutes ces entreprises, toutes ces marques, toutes ces j'allais dire presque boutiques qui viennent et qui se servent, qui viennent sur la marketplace, comme on dit, la place de marché de ces discounts pour se faire voir et se faire vendre. Oui, L'IA que vous mettez au point, l'adresse, c'est deux publics-là. Elle est pour tout le monde, puisque j'aime pas trop le terme gagnant-gagnant, mais je vais quand même le caser là. Bah oui, bon. Mais quand on optimise, finalement, on est capable d'aider un vendeur qui veut proposer des produits, et on est capable de mettre en avant ces produits sur des personnes dont a priori on pense qu'ils sont plus appétents en fonction de la recherche qu'ils font, etc. Donc cette intelligence-là, elle n'est pas pour nous-mêmes, mais elle est aussi pour tout l'écosystème. Finalement, on dit une économie de plateforme, et pas uniquement, on n'est pas uniquement un vendeur, on propose un ensemble de services. Donc à la fois aux clients, bien sûr, aux clients final, nous, mais aussi aux fournisseurs qui auraient envie qu'on l'aide, en tous les cas, à mieux valoriser ses produits. Est-ce qu'il n'y a pas un piège à être trop fort? Est-ce que, dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas une... Alors, c'est peut-être complètement un fantasme, mais tout à l'heure, vous le disiez, il y a cette espèce de fantasme, ils savent tout de nous, ils savent ce qu'on veut, ils savent ce qu'on ne veut pas, ils savent quand on se lève, quand on se couche, enfin bon, bref, ils savent quand on achète ou pas. Bon, vous avez beaucoup d'infos, ça c'est clair. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à être peut-être trop, oui, parfait finalement, dans la proposition et du coup un peu effrayant? Alors, c'est encore plus retors que vous ne le croyez. Oui, je suis tordu. Hein. Puisqu'il y a des algorithmes en fait, qui savent tenter leur chance. Donc on a aussi la possibilité de tester. On sait tester de façon automatique, ce qui est un truc. Ça c'est plutôt une bonne chose. Et on sait les retester, retenter sa chance régulièrement, et on peut doser en fait un peu la quantité d'absolu, etc. Donc on sait aussi jouer avec ça. Et de toute façon, on en a besoin parce que sinon on a vraiment, ne serait-ce que parce que notre clientèle évolue et les gens qui. Je vais prendre un exemple, un nouveau produit qui arrive sur le site. Il n'a jamais été proposé à personne, à zéro info, zéro. Oui, on n'a rien. Donc à un moment, il faut quand même lancer un peu l'aventure sur quelque chose, faire un pari, le mettre en avant, pas le mettre en avant, combien de temps, etc. Donc il reste de toute façon cette part d'aléa qu'on a évoquée tout à l'heure, mais elle reste présente de toute façon. Vous ne pensez pas que l'IA, je reste sur mon idée, je suis un peu monomaniaque, l'IA poussée à son extrême pourrait être un peu rédhibitoire, c'est-à-dire en termes de, en tout cas pour le commerce. C'est-à-dire moi, j'ai pas forcément, alors je vous dis ça parce que je suis un petit peu traumatisé de Netflix, pourtant je suis un très gros utilisateur, j'adore, mais je suis gêné par ces algorithmes qui me proposent quasiment toujours les mêmes films. Enfin, justement, je les écoute plus parce que finalement, je regarde toujours les mêmes types de films. Les comédies romantiques. Mais non, c'est pas vrai. Quoique, ça arrive aussi. Mais bon, ceci étant dit, voilà, ça finit par me gêner. Est-ce qu'il n'y a pas quand même ce danger-là d'aller finalement très loin dans la proposition et peut-être finalement un peu trop loin dans la proposition? Il y a toujours ce risque, il faut savoir bien le doser. C'est compliqué de trancher complètement. Nous, toute l'offre reste accessible à tous, quoi. On va éventuellement leur ordonnancer différemment, un peu comme quand vous allez voir... Finalement, on essaie de reproduire sur notre site le comportement qu'aurait un vendeur dans un magasin. Il vous voit, alors vous voulez une télévision, pourquoi, quel usage, oui, etc. c'est vrai. Finalement, on retord un peu. Avec un peu de chance, le vendeur il va essayer d'estimer un peu votre budget sans trop que vous le faire sentir. Ensuite, il va se dire, bon, ok, j'ai plusieurs produits, lesquels j'ai poussé. Et finalement, ce qu'on essaie de faire, c'est, avec nos 40 millions de références, comment est-ce qu'on reproduit un comportement un peu de ce type pour rendre finalement un meilleur service. Mais l'offre intégrale existe quand même toujours. Donc finalement, c'est pas très différent. Souvent, d'ailleurs, on oppose un peu en disant « Ah, c'est dangereux, etc. » l'intelligence artificielle. Comme si une mauvaise décision prise par un algorithme était plus dangereuse qu'une mauvaise décision prise par un humain. Ce qui n'est pas évident. C'est pas faux. Merci beaucoup. On y reviendra. On reviendra avec vous. Yann Maréchal, vous êtes à côté. On parle d'IA au service de la relation client. On vient de la relation utilisateur. Ça, c'est vraiment votre angle. À Bordeaux Métropole, on a mis l'accent, et vous allez nous raconter comment ça s'est fait et pourquoi, sur l'IA, mais vraiment au service de l'utilisateur, oui, effectivement, je veux dire, du citoyen et de l'habitant de la métropole bordelaise. Ça se passe comment, et l'IA, alors, à travers notamment un chatbot qui est plutôt pas mal fait, plutôt efficace. Comment c'est né, et est-ce que c'est facile d'adresser un public
comme moi, hein, comme nous tous, habitants, ceux qui sont en tout cas habitants de Bordeaux Métropole, est-ce que c'est facile, en externe, j'aurais dire, et puis aussi de convaincre en interne. Mais pour commencer, cette IA, j'allais dire, l'idée est née comment? Alors, il y a beaucoup de questions. Du coup, je vais commencer par la première. La première. Donc, alors, Bordeaux Métropole, c'est une collectivité qui réunit plusieurs groupes d'acteurs. Déjà 28 communes, dont 14 qui ont mutualisé les services numériques. Oui. Il y a près de 5000 agents et on a près de 850 000 habitants. Donc, du coup, pour justement arriver à coordonner, à opérer des services de qualité qui viennent rendre bien sûr de la valeur ajoutée au quotidien des habitants et qui viennent aussi rendre service à nos collaborateurs, effectivement, l'intelligence artificielle est un des outils formidables pour l'optimisation des services publics. François Maréchal n'aime pas l'expression gagnant-gagnant, mais bon, finalement, c'était ça aussi. Hein, c'était mettre au point un outil qui permette de bénéficier à tout le monde, en externe comme en interne. Oui, d'une manière générale, quand on déploie des outils, ils sont appropriés seulement quand ils sont réellement gagnant-gagnant. Ouais. Du coup, c'est sûr que les chatbots sont assez généralisés aujourd'hui, mais il y a quand même encore cette circonspection qui est tout à fait légitime sur est-ce qu'ils vont être capables réellement de remplacer la capacité d'un être humain, d'un collaborateur, à répondre à une question sur un métier précis ou simplement à comprendre l'intention. D'ailleurs, dans les chatbots, on parle d'intent, l'intention de l'habitant ou de l'usager sur la question qu'il pose. Et c'est ça qui est le plus important dans la relation qu'on va mettre en place grâce à cette intelligence artificielle, c'est d'être capable finalement de pallier au maximum des questions fréquentes, de répondre au maximum de questions fréquentes que les habitants peuvent se poser, de personnaliser quand même la relation, parce qu'au final, sinon, un site internet fait très bien l'affaire. Là, l'intérêt, c'est quand même de créer un lien de proximité, et c'est important pour une collectivité de garder ce lien de proximité. Et quand il y a effectivement des questions plus complexes, bien sûr qu'on a des collaborateurs qui peuvent prendre la main sur la relation avec l'habitant. Le pôle innovation, hein, le projet innovation dont vous êtes le chef, c'est combien de personnes en fait, vous planchez à combien sur ce dossier-là? J'ai envie de dire qu'on planche à 5000 agents sur l'innovation. Ah oui, quand même, à Bordeaux tout le monde est embarqué. Finalement, mais bien sûr, qu'est-ce que c'est l'innovation? Moi, on m'a confié la mission d'essayer de repérer quels sont les usages innovants que l'on peut essayer de mettre au service des habitants. Selon leur profil, en n'oubliant personne, parce que c'est un vrai sujet, évidemment. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais bien souvent, on va peut-être me challenger parmi les collaborateurs qui sont très sensibilisés sur les questions de solidarité numérique en disant attention Yann, tu mets en place des outils, mais tout le monde va peut-être pas pouvoir les utiliser. Ouais, c'est vrai. Et j'ai envie, bien sûr, je l'entends, et c'est très important d'être constamment challengé sur le fait que nos services doivent être le plus universels possible. Mais j'ai envie de répondre à chaque fois que justement, via l'IA, via un chatbot, ne croyez pas que finalement, il va réduire la possibilité d'accéder au service. Il va faciliter. Et si on part du principe qu'un chatbot, c'est aussi un voice bot, il y a plein de personnes qui sont en difficulté face à l'écriture, à lire sur un site internet. Ces personnes-là, elles vont juste à la voix interroger un robot qui va leur répondre en instantané. Et c'est autant de personnes qui auraient pu être identifiées comme des futurs exclus des services numériques. Donc au final, c'est finalement, il est incluant, quoi. Enfin, oui. Il est inclusif finalement. Il peut l'être. Après, c'est la manière dont on l'adresse et la médiation qu'on met en place. Et donc, pour répondre à votre question, on a le pôle territoire digital et connecté à quelques dizaines de collaborateurs, mais l'innovation de nos méthodes, l'innovation de nos comportements, l'innovation de nos convictions. C'est 5000 collaborateurs, évidemment. Et vous allez chercher, comme ça a été dit tout à l'heure dans la plénière, vous allez chercher l'innovation, c'était Orange justement qui en parlait, vous allez chercher l'innovation ailleurs ou vraiment c'est quelque chose qui est développé en interne? Pour ce qui est de ce chatbot par exemple, c'est des technologies que vous avez adaptées ou c'est des choses qui ont été vraiment développées en interne avec vos pros? Des technologies françaises adaptées? En fait, j'ai frisé parce qu'il y avait plusieurs façons d'interpréter la question. Oui, sans doute. Bien sûr, on s'inspire
On travaille beaucoup avec d'autres territoires. On a l'occasion, dans nos métiers d'innovation, de partager avec d'autres territoires. On a aussi l'occasion de travailler beaucoup avec les industriels et de collaborer avec les services qu'ils proposent. Et bien souvent, c'est la combinaison des deux. C'est aussi nos propres collaborateurs, c'est aussi les habitants eux-mêmes qui viennent être source d'inspiration, clairement. Donc au final, après, nous, notre rôle, il est justement d'étudier ce grand champ des possibles, de le prioriser, et puis après de vérifier si à la fois l'usage innovant et à la fois la technologie employée est suffisamment stable, économiquement et techniquement parlant, et surtout suffisamment pérenne pour être industrialisée à grande échelle, parce qu'on a de moins en moins de moyens dans les collectivités. Forcément. Oui. Et du coup, il nous faut de plus en plus d'intelligence. Et l'un des grands défis, c'est de recruter aussi ces futurs collaborateurs qui vont être en capacité de piloter, de programmer et de piloter des intelligences artificielles et d'analyser l'énorme masse d'informations et de données que tous ces services permettent de générer. On sait que ce sont des profils qui sont très très recherchés. Une collectivité comme Bordeaux Métropole, elle a les armes pour les attirer, ces talents. Elle s'efforce de le faire en tout cas, et c'est un enjeu majeur que de parvenir à recruter ces futurs collaborateurs ou ces collaborateurs existants d'ailleurs. Elle y parvient, parce qu'on a récemment par exemple à Bordeaux Métropole recruté un data analyst par exemple. Après c'est des questions souvent financières, le challenge il est là, mais sincèrement il y a tellement de beaux projets à mener, avec une qualité aussi d'interaction avec des habitants qui sont à une échelle extraordinaire, sur des domaines qui sont très, très attractifs aussi pour des industriels. Donc là, dans une collectivité, on a tout le champ des possibles. On a adressé le transport, l'énergie, le logement, l'emploi. Et au final, c'est ça qui est très intéressant pour ces ingénieurs spécialisés dans la donnée, c'est ils sont sûrs d'adresser énormément de projets qui, en plus, font sens sous leurs yeux quand ce sera concrétisé sur le territoire dans lequel ils travaillent. Cette technologie d'intelligence artificielle via ces chatbots, elle va se développer au sein de Bordeaux Métropole pour d'autres thématiques, d'autres services, au-delà de cette première expérience. On va pouvoir adresser, j'ai envie de dire, Bordeaux Métropole pour n'importe quel sujet via ces chatbots. Alors, le principe, bien sûr, il y a déjà plein de demandes en ce sens. Ouais. Maintenant, c'est l'intérêt d'expérimenter. Et ça aussi, c'est une façon pour nos collectivités d'évoluer pour aller toujours vers plus d'innovation pérenne. On expérimente, et le but d'expérimenter, c'est de s'assurer que c'est vraiment un outil que les habitants vont s'approprier. S'il s'avère à l'issue de l'expérimentation que ce n'est pas le cas, eh ben à ce moment-là, on n'industrialisera pas et probablement qu'on ne le généralisera pas. Mais vous sentez les choses comment ? Moi, je le sens que ça va être évidemment approprié, mais pourquoi ? Pas en intuition comme ça. Oui, vous voyez comment ça réagit. Mais c'est surtout qu'on met en place des méthodologies centrées utilisateurs, ce qui aussi est une nouvelle façon pour nous de travailler. On a réalisé que l'habitant est l'expert de son propre quotidien. Ça a l'air très évident comme ça, mais au final, quand on a une direction informatique, quand on a des directions métiers, on est légitime aussi à représenter les intérêts et les usages de nos usagers, comme d'ailleurs un Cdiscount le ferait pour ses clients. Et donc au final, on pense pouvoir savoir à la place de l'habitant dans son ensemble ce qui est bon pour lui et pour le service qu'on va lui rendre. Aujourd'hui, on essaye de renverser cette tendance, de garder notre expertise à la fois sur finalement les nouvelles technologies et à la fois sur le métier lui-même, mais d'aller sur le terrain, et d'embarquer les habitants dans la conception du service. Je vais vous donner un exemple qui a pour moi été très symbolique. On est en train d'expérimenter aussi un petit boîtier pour signaler les fermetures temporaires dans les déchetteries, parce que bien d'entre vous, j'imagine, ont vécu l'expérience et c'est pas très agréable. Il se trouve qu'en fait, c'est 1% du temps qui est fermé sur le taux d'ouverture. Et là, ce petit dispositif, ça paraît tout simple. Je suis sûre que 99% d'entre vous vont dire un bouton qui dit ouvert-fermé, c'est top. Oui, mais finalement,
Allons quand même dans les déchetteries voir comment ça se passe. Et on a passé plusieurs demi-journées avec les gardiens à observer comment les habitants fonctionnent, à demander mais à quel moment ça vous intéresserait, vous, d'avoir cette information. Et rien qu'une demi-journée, au cœur auprès des utilisateurs, c'est autant de spécifications du produit qui ne sont pas forcément technologiques, mais qui sont d'usage et qui feront que... Qui n'avaient pas forcément été pensées. Absolument. Et ça, c'est valable, du coup, bien évidemment, sur un produit comme le chatbot, où là, il faut aller voir comment... Et pas préjuger, observer. Voir comment un habitant lambda, en fait, qu'on n'aurait pas pré-identifié, parce que ça, c'est un peu le piège, utilise l'outil. Qu'est-ce qu'il dit au moment où il l'utilise? Est-ce qu'il galère? Est-ce que s'il galère, il persiste, ou est-ce que finalement il abandonne et quand même à la fin il nous dit c'était formidable, votre outil il est super, mais parce qu'il veut pas nous vexer sans doute. Voilà, c'est ça. Mais en fait nous on l'a observé et on a vu qu'il avait galéré. Et donc ça, là on n'est plus dans les nouvelles technologies, mais on est un peu dans l'innovation de méthode. Et c'est un vrai défi qui est fabuleux à porter d'ailleurs et à diffuser. Ouais. L'autre défi, Yann Maréchal, c'est quand même en interne, on le disait, hein, tout le monde est embarqué dans cette solution et chaque agent, d'une certaine façon, peut apporter sa pierre à l'édifice. N'empêche, le chatbot, il y avait des gens qui répondaient aux questions des usagers. Comment ils ont vécu le fait qu'une machine remplace, en partie en tout cas, l'expertise qui était la leur? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'il faut expliquer? Et finalement, qu'est-ce que ça a changé dans leur boulot? Est-ce qu'ils l'ont toujours d'ailleurs, leur boulot? Alors j'aimerais avoir un peu plus de recul, mais c'est à ce jour un immense soulagement pour les collaborateurs. Je ne sais pas si ce sera le cas pour tout type de chatbot, mais là clairement, ils recevaient énormément d'appels, très mécontents pour tout un type de questions. On m'a volé mon bac. En ce moment, il y a beaucoup de bacs qui sont brûlés, par exemple, donc ils sont assez débordés. Du coup, beaucoup d'appels dans le vide. Ces appels dans le vide, ça fait des habitants mécontents. Les déchetteries, les horaires d'ouverture, etc., ça fait des habitants mécontents. J'ai pas été collecté parce que j'ai pas mis mes poubelles dans le bon bac. Ça fait des habitants mécontents. Et au final, avoir beaucoup plus de temps pour répondre réellement aux cas complexes, vraiment compliqués, c'est pour eux, à ce jour, un soulagement. Maintenant, c'est quand même mieux d'avoir au moins 6 mois de retour d'expérience, parce qu'il y a peut-être des travers qu'on n'aura pas encore identifiés et que les collaborateurs pourront nous signaler. Et surtout, ça permet de dégager du temps pour d'autres actions. Un exemple concret encore, quand effectivement il y a des refus de collecte, c'est bien souvent parce que les habitants se sont trompés de poubelle. Et donc, il y a toute une politique de prévention de la collectivité pour aller au-devant des habitants, chez eux, pour leur dire, voilà, on vous explique comment ça fonctionne. Ces gens-là, s'ils sont toute la journée à répondre au téléphone... C'est du temps dégagé qui leur permet d'aller sur le terrain. Après, je sais que tout n'est pas toujours idéal. Bien sûr. Peut-être que ça génère aussi des emplois perdus dans certaines entreprises privées. Je ne cite pas Cdiscount, je plaisante. Mais pour l'instant, c'est vraiment un outil en support. Et on ne peut pas, de toute façon, remplacer des agents par des robots. Au sens où il y a encore besoin, pendant longtemps, et en tout cas dans le service public, de la cohabitation entre les deux. Tous les habitants n'ont pas un smartphone entre les mains, tous les habitants n'ont pas Internet, tous les habitants ne sont pas à l'aise à interagir avec une interface numérique. Donc bien évidemment, il faut conserver cette qualité, cette proximité avec des humains. Alors, chez Cdiscount, ils continuent à recruter, donc c'est pas un problème, ça va pas supprimer l'emploi. Éric Dadian, ça vous parle forcément ce qui s'est dit? L'emploi, oui. Ça, oui, forcément. Oui. Je rappelle que vous êtes président de l'Association française de la relation client, que vous êtes vous-même cofondateur d'une PME. Hein, c'est Wiki PME, c'est ça? Hein? Oui, pas la seule. Oui, enfin. Pas mal de boîtes. Ouais, des prestataires de centres d'appel à l'époque. Exactement. Alors, dites-moi, l'IA, alors c'est une opportunité pour les centres de relations clients ou c'est aussi un risque? Non, je pense qu'il faut démystifier. On a vécu. On l'a bien fait là. La relation client et l'expérience client a vécu à des rythmes d'évolution de technologie forte. On démarre, je ne vais pas remonter au mérovingien, mais la distribution automatique des appels, l'arrivée du couplage téléphonie informatique, l'Internet. En 2007, ce smartphone est une révolution. Vous vous souvenez, Steve Jobs, ça a créé l'inversion du sens de la relation client où la marque
qui poussait son produit a été obligée, elle, de voir ce que le client voulait avec sa communauté, les réseaux sociaux, etc. Et en 2017, on voit arriver une nouvelle technologie, une nouvelle rupture forte parce que la masse de données disponible et la puissance des algorithmes arrivent, c'est l'intelligence artificielle. Donc nous, à la FRC, on s'est évidemment intéressé, on a participé à Francia, on fait partie aujourd'hui du Hub Francia et on anime le groupe de travail relations clients. Évidemment que nos métiers vont être totalement transformés, on représente 300 000 emplois en France, évidemment qu'on retrouve 2 types de solutions, je dirais, d'intelligence artificielle dans la relation client. La première, c'est, vous l'avez un petit peu rappelé tout à l'heure, c'est tout ce qui est back-office, ce qu'on pourrait appeler back-office avec l'analyse des données, le commerce prédictif. On revient de la NRF, du salon NRF de New York. On voyait chez Amazon Go et chez Amazon aussi 4Stars, qui sont des boutiques où vous n'avez que... Alors vous avez sur la boutique, vous avez des caméras et des capteurs partout qui analysent les mouvements de l'ensemble des clients et vous n'avez que les produits que les clients achètent le plus. Donc là, on est complètement dans le commerce cognitif et on focalise à fond avec l'analyse des données des clients sur ce qu'ils veulent voir. Donc ça va être un champ d'expérimentation et l'intelligence artificielle sera partout. Sera dans les systèmes de paiement, sera dans les systèmes de tracking de ce qui manque dans les étagères. On a vu des drones qui en permanence passent une étagère pour voir ce qui manque, etc. et font le réassort, etc., etc. Il y a énormément d'applications dans le retail. Et puis deuxième solution qu'on voit arriver fortement depuis 2 ans, c'est tout ce qui est front office, tout ce qui est interface entre la marque et l'utilisateur. Donc là, je dirais qu'il y a 3 niveaux de solutions. La première, vous l'avez bien rappelé, avec les bots. Donc on voit énormément de bots arriver, des chatbots, mais aussi des voice bots, des messenger bots, etc., etc. Et puis vous avez, deuxième chose, des robots. Il y en a un petit peu qui circulent, des robots physiques dans les boutiques physiques qui commencent à accueillir et à traiter les questions les plus simples. Vous l'avez très très bien dit. Et puis troisième chose qui nous fait un peu plus peur, nous Français, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on va faire, et on va le traiter au Hub Francia, je l'espère, pour essayer de fédérer des solutions françaises, c'est les assistants vocaux. Les assistants vocaux, là, on a entendu Jingo tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des solutions françaises derrière? Est-ce qu'il y a des solutions européennes derrière? Et Dieu sait si les Français sont suffisamment forts. On voit toutes les écoles d'ingénieurs aussi. On pourrait le faire. On a des milliers de chercheurs. On a des gens qui sont des très bons mathématiciens. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de fédérer des savoirs? Le travail que fait Orange avec Deutsche Telekom. Oui, mais j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Non, voilà. Est-ce qu'il y a Google? Je n'ai pas osé demander à l'intérieur. Est-ce qu'il y a IBM? Ou est-ce qu'il y a des solutions françaises avec les 3000 développeurs? Ça serait intéressant de leur poser la question. Donc oui, on essaye de faire ça avec le Hub Francia. Vous avez un petit stand à côté. On fédère des startups, on fédère des grands groupes et on essaie de mettre tout le monde ensemble pour pouvoir justement demain créer ces assistants vocaux qui vont révolutionner notre façon de vivre. On commandera avec la commande vocale. Nous, on l'a vu aussi au CES de Las Vegas. Tout se fera, enfin 50% en tous les cas, des interactions des demandes clients, simples, des demandes simples se feront par la commande vocale. Donc il va falloir s'y intéresser de plus en plus. Alors qu'est-ce qu'on a comme enjeu dans vos métiers, oui, forcément. Nos 300 000 personnes, est-ce qu'ils sont rayés de la carte ou pas? Sans compter les gens dans les boutiques. Non, on n'y croit absolument pas. On croit qu'au contraire, on va aller vers des parcours clients qui seront des voyages. Le président de Messis disait l'expérience client, c'est un voyage, ce n'est pas une destination. Donc les parcours clients vont peut-être être rythmés différemment. On pourra commencer avec un bot, ensuite on aura un humain, donc un téléconseiller, un conseiller, un vendeur qui sera augmenté avec des solutions d'intelligence artificielle, qui connaîtra mieux justement les demandes et qui aura surtout des solutions pour mieux qualifier et répondre à la demande du consommateur ou du client, du citoyen. Et puis, je pense qu'on pourra revenir après à des systèmes d'intelligence artificielle dans le même parcours. Donc, bot, humain, intelligence artificielle, pour pouvoir fluidifier le parcours et apporter la meilleure réponse, puisqu'il faut bien se souvenir de 3 choses qui sont importantes en matière de marque. C'est d'abord connaître le client, deuxième chose, le satisfaire, troisième chose, le fidéliser. Une marque qui ne sera pas maître de l'intelligence artificielle et investir sur l'expérience client disparaîtra, puisqu'elle ne pourra pas, Cdiscount le fait très bien, ou Bordeaux le fait très bien, et on pourra quitter une ville comme Bordeaux si vous n'avez pas mis d'intelligence artificielle. Voilà, donc on y restera pour pouvoir fidéliser et pour pouvoir garder sa force qui est ce client aujourd'hui. Est-ce qu'on a une idée quand même alors je dirais de l'apport de l'IA? Est-ce que vous parliez du nombre de salariés qui étaient consacrés, qui travaillaient dans le domaine de la relation client, mais est-ce qu'on a une idée de l'impact que ça pourrait avoir, même si encore une fois c'est des statistiques? Aujourd'hui, on n'a pas vu de destruction d'emploi. Voilà, il n'y a pas au contraire d'ailleurs. Plus il y a de canaux, plus il y a d'interaction client, plus il y a de demandes d'expérience client. Ça reste un secteur très porteur pour l'emploi. C'est un secteur très porteur qui a été beaucoup critiqué à une époque.
Ouais, tout à fait. sur les centres Et d'appel. qui a beaucoup évolué. Et qui a beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, au contraire, on a de plus en plus de volume, de flux et de complexité. Donc non, ça crée beaucoup plus d'emplois et de nouveaux emplois. Donc nous, notre challenge, ça va être bien sûr de pouvoir former et monter en compétence les gens qui faisaient peut-être certaines tâches, comme il y a eu des community managers, comme il y aura des analystes, comme il y aura des consultants, comme il y aura demain des data scientists, etc. Évidemment, ce sera des profils différents, mais on pourra faire évoluer certaines populations, en former d'autres, créer de nouveaux emplois, des assistants robots, des téléconseillers augmentés qui seront piloter des bots eux-mêmes, et laisser les conversations se faire sur des bots, mais après prendre la main quand il faut, etc. Oui, voilà. Donc on va inventer de nouveaux métiers qui vont venir, mais pour l'instant, on ne voit pas de destruction d'emplois et on est assez optimiste. Cédric Dumas. Alors, on va parler de Weedy. Weedy, c'est... Alors, j'ai envie de dire que je suis un peu à côté d'un pionnier, parce que je me souviens très bien de vos débuts, les débuts de Weedy, et je me rappelle très bien la première fois que vous m'avez parlé de Weedy, eh ben, j'ai rien compris. Je me suis dit, je vais essayer d'être plus clair. Depuis, j'ai compris. Mais alors, à l'époque, j'ai dit, mais c'est qui ce doudingue? Il me parle d'intelligence artificielle. Ça a empiré, hein. Oui, mais il paraît, ouais. Mais il parle d'intelligence artificielle, mais en fait, d'un modèle hybride où l'humain reste quand même au cœur de la machine. Enfin bon, bref. J'ai dit, mais c'est... Non, mais il y avait une bonne intro. C'est ça. J'ai l'impression qu'il parlait de Weedy. Oui, un peu. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Allez, racontez-nous, pour ceux qui ne sauraient pas, ce qu'est Weedy et depuis quand. Donc, pour faire simple. Oui, je vais essayer cette fois-ci. Non, mais j'ai compris depuis. Alors, c'est à la fois de l'intelligence artificielle avec des assistants humains. Tout ça mixé fait un compagnon, comme une sorte de Siri ou de Alexa ou de Google Assistant. En mieux. En bien mieux, parce que vous allez pouvoir discuter avec lui autant que vous voulez, toute la journée, et parler, discuter réellement. Et il va finaliser toutes vos demandes. Donc, il va à la fois faire toutes vos réservations, toutes vos prises de rendez-vous, vos achats. C'est-à-dire qu'en fait, avec lui, via la discussion, comme avec on appelle ça nous un compagnon, vous allez pouvoir tout faire. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'Internet, vous n'avez plus besoin d'appli, vous n'avez plus besoin de bots, vous avez besoin d'un compagnon qui s'appelle Weedy. Et on est à 100% sur l'expérience client. C'est-à-dire qu'on est avec les grandes marques dans tous les secteurs d'activité. Donc, par exemple, on a un contrat monde avec AXA. On travaille avec Renault, avec Porsche, avec des structures comme les banques, peut-être un jour avec Cdiscount. Oui, ça va venir. Oui, j'espère. Et l'idée, c'est d'avoir un lien quotidien entre le client et la marque, mais pour faire quoi? Pour l'accompagner au quotidien et pas du tout lui vendre quoi que ce soit. C'est-à-dire l'aider, lui faire tout ce dont il a besoin, si vous avez besoin d'une information, si vous avez besoin de chercher quelque chose, mais pas uniquement acheter. Vraiment faire ce que vous aimeriez faire avec un Siri ou un Google Assistant, mais vous ne pouvez pas faire parce que ça reste purement gadget et automatisation. Là, vous avez une relation très humaine parce que vous discutez et plus vous l'utilisez, plus il vous connaît. Si donc, je dis que c'est une conciergerie personnalisée... Non, on n'est plus trop sur la conciergerie, parce que la conciergerie, déjà... on peut dire que ça s'adresse soit aux entreprises, soit à une certaine catégorie de personnes. Oui, et surtout, c'est très ponctuel. C'est-à-dire que ce serait sur des demandes de « j'ai besoin que vous me réserviez un hôtel pour la semaine prochaine ». Là, c'est pas ça. Là, il va vraiment tout faire pour vous, comme un compagnon assistant. Et en plus, comme il apprend à vous connaître, il va pouvoir, vous allez avoir un lien de confiance absolu, parce que c'est totalement confidentiel. C'est via une application vocale et écrite, comme vous le souhaitez, et avec vraiment cette notion de relation humaine. C'est-à-dire que si vous voulez discuter 1 heure de la pluie du beau temps, vous discutez 1 heure avec lui. Et ce n'est pas comme avec un robot qui va dire, vous devez dire une phrase et il va répondre. Voilà. Alors, il y a quelqu'un derrière ? Et il y a des assistants humains. Donc, à la réponse, est-ce que l'intelligence artificielle va enlever des emplois? Certainement. Par contre, nous, on en crée sans arrêt. On est déjà une 50aine et on doit monter à 80-100 entre juin et juillet et ça ne s'arrête pas. Aussi des nouveaux métiers, enfin pas des nouveaux métiers, mais des métiers qui viennent chez nous, par exemple les linguistes. Les linguistes, quand ils sortent de l'université, ne pensent pas tout de suite qu'ils vont travailler avec nous. Donc voilà, en fait, et puis il y a plein aussi de postes qui se transforment ou se créent en fonction de ce besoin, parce que nous, en fait, on ne prend pas l'emploi de quelqu'un parce que ce compagnon n'existait pas. Donc toutes les marques ont besoin de fidéliser tout leur volume client et on amène une véritable fidélisation
voilà, donc il n'y avait pas vraiment, il y avait potentiellement les conciergeries sur le haut de gamme. Alors pour AXA par exemple, qu'est-ce que vous apportez Ça je peux pas trop. Ah non, c'est secret. C'est juste. Alors pour Porsche, je peux rien dire en fait. Pour Porsche, qu'est-ce que vous apportez? Je peux pas dire. Non, mais c'est toujours la même notion. Très souvent, ça peut être relié à l'activité, c'est-à-dire sur un constructeur automobile, ça peut être le fait qu'on va récupérer des données véhicules et faire des cas d'usage. Par exemple, je sais qu'il n'y a plus trop d'essence, donc je vais le dire au petit déjeuner. Enfin, le compagnon, pas moi, mais le compagnon va le dire au petit déjeuner en disant tu n'as plus trop d'essence, je te conseille de passer par telle station parce que j'ai regardé le trafic et vu ton plus trajet simple pour aller au bureau. Voilà. Mais c'est bien cette relation humaine. Ce n'est pas prendre essence. Ce n'est pas c'est pas une notion bot et c'est pas une notion d'automatisation. Là, on est dans ce qu'on appelle nous les réseaux de neurones et je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique, mais c'est une machine qui apprend. Donc plus elle est utilisée, plus elle devient intelligente. Enfin, en tout cas, exactement. Et comme on a une relation personnelle avec l'utilisateur et de confiance, ça amène que la chat fait que je dis beaucoup de choses sur moi-même. Et comme il l'apprend pour mieux me répondre, ça me donne envie de l'utiliser tout le temps. Cédric, pour Weedy, pour la société, là vous êtes installé à Bordeaux, vous disiez on est 50, donc avec une montée en puissance qui est attendue, je suppose que c'est relatif aux contrats qui viennent d'être signés, dont on ne peut pas parler, c'est dommage. Ceci étant dit, ici c'est un bon territoire pour se développer sur parce qu'on parle beaucoup d'IA. On a la matière grise ici pour se développer, et ensuite on parlera aussi d'argent. Parce que c'est pas neutre, mais on a la matière grise, c'est pas le souci. Le sourcing, j'ai envie de dire en termes de cerveau, c'est pas un souci ici. On a des très bonnes écoles d'ingénieurs et de tout d'ailleurs. Ça me faisait peur. Je vous imagine en train de me dire non, vraiment, c'est pas génial. Galère. Si, c'est très bien. Bon. Après, ça reste une petite ville avec des grands groupes qui sont et de plus en plus qui arrivent. Donc, faut pas oublier qu'il y a pas grand monde en fait. C'est-à-dire que si on a besoin d'aller assez vite, c'est pas que les compétences ne sont pas là, c'est qu'il y en a pas beaucoup. Et donc, ça amène à, quand on est dans une croissance, à devoir regarder un peu ailleurs aussi. Malgré le fait qu'on a essayé de chercher avec des cabinets de recrutement, avec plein de gens. Alors après, on a déjà une équipe de 14 ingénieurs, mais en plus de notre staff. Donc c'est déjà une belle équipe. Mais c'est pas si simple que ça de trouver certains profils sur l'intelligence artificielle. Il y a des profils qu'on trouve parce que notre projet est assez peut attirer des gens qui font du machine learning ou du deep learning. Donc ces gens-là ont des compétences et il y a des écoles à Bordeaux qui amènent des compétences très très bonnes, qualifiées. Après, c'est plutôt sur les développeurs de certains métiers, certains aspects techniques qui sont très rares sur la place de Bordeaux, et donc ça nous oblige à aller chercher un petit peu ailleurs aussi. Alors, on parle aussi d'un petit peu d'argent, parce qu'il faut de l'argent pour se développer. Parce qu'on parle énormément. Non, on ne va pas se fâcher. Pas s'engueuler, mais non, mais on dit que dans l'IA, dès qu'on arrive avec un projet d'IA, ma foi, les fonds d'investissement, ils sont assez partants. C'est-à-dire qu'il y a un vrai enthousiasme. Alors, partout dans le monde. Est-ce que c'est le cas ici aussi en France? Est-ce que quand on arrive avec un projet lié à l'IA, est-ce qu'on le comprend et est-ce qu'on y va quoi? Je vais essayer de rester diplomate. Ouais. Non, mais on se dit les choses telles qu'elles sont. On ne va pas se mentir. C'est compliqué. C'est une catastrophe en fait. Il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas d'autres mots. C'est super diplomate, merci. Ouais. Non, mais c'est bien. On se dit les choses. Bah oui. En fait. On a, sur la région, on le connaît, on a une belle région pour ça, on a ce qu'on appelle les fonds d'amorçage. Donc, toute personne qui crée une start-up va... alors, c'est pas trop l'expérience client, là. Ouais. Mais, mais bon, ça fait partie des choses qui surtout entourent le développement de l'IA. Ce milieu-là, mais donc, il y a beaucoup de gens qui veulent créer leur start-up, et puis ils la créent, il y a des fonds d'amorçage, donc ils trouvent un peu d'argent, que ce soit région, que ce soit BPI, comme on a vu là-bas, ou que ce soit la région aussi, qui peut aider. Là-dessus, on a ce qu'il faut. Impeccable. Ensuite, la startup doit investir et développer. Et le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est très long et qu'il faut beaucoup d'argent pour faire vraiment de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des réseaux de neurones ou d'autres choses. Ça demande beaucoup d'argent. Pour vous donner un exemple, en 2018, on a dépensé plus d'1 million juste sur le cœur de notre système, qui était déjà la V3. C'est-à-dire que... vous pouvez imaginer combien d'argent il nous faut et on existe depuis 3 ans. Alors là, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'on a signé des contrats
énorme que tout le monde aimerait avoir. Sauf que quand on voit des fonds français, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ah bah, tant qu'on n'a pas les premières métriques, c'est un peu risqué. Quand même. Ils veulent du chiffre d'affaires. Ce qu'on appelle le capital risque en France. Alors, c'est là où il y a un gros problème. Après, quand on parle avec des fonds européens, nord-américains ou asiatiques, là, on est face à une dynamique qui est totalement opposée, qui est, si vous êtes en début de croissance, c'est maintenant qu'on va vous donner de l'argent. Combien vous avez besoin de millions ? En France, c'est l'opposé. En France, c'est faites vos preuves, faites du chiffre d'affaires et vous aurez quelque chose. Enfin là, on va peut-être venir. Et ça, c'est une énorme problématique de notre économie actuelle parce qu'il y a énormément de startups, sauf que personne ne dit combien de startups se ferment au bout de 18 mois d'activité. Parce que là, quand on a fait le fonds d'amorçage et qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, mais qu'il faut continuer à faire de la recherche, investir, etc., il n'y a plus personne et ils attendent potentiellement le fait qu'on ait du chiffre d'affaires. D'accord. Pourtant, nous, on a eu la chance d'être entouré, et puis on est vraiment un produit région, c'est qu'on est entouré d'un actionnariat de chefs d'entreprise, donc qui ont vraiment cru au projet depuis le début. Maintenant, il y en a à peu près 28 dans Weedy, dont un ici. Cette dynamique nous a permis, parce qu'on a besoin d'argent toutes les années, ça nous a permis de faire un outil aujourd'hui reconnu par des gens comme Porsche en Allemagne, alors qu'on est une toute petite société à Bordeaux. Ces structures-là ou AXA qui décident de faire un contrat monde. C'est bien qu'il y a des compétences dans la région, c'est bien qu'il y a tout ce qu'il faut dans la région, sauf qu'il y a un problème qui n'est pas région, qui est France. C'est comment vous faites pour passer un gap. Et regardez ce qu'on est en train de faire nous, on est en train de se tourner vers les fonds étrangers. Vous allez chercher ailleurs. Alors qu'on est une solution purement française et qui intéresse des sociétés en dehors de la France. C'est ça la problématique. Je crois savoir que ça avance d'ailleurs sur ce plan-là. Oui. François Harrical, l'IA, pourtant, ça marche. C'est surprenant que les investisseurs soient si frileux. Ça marche. Vous êtes là pour le montrer. Et commercialement, ça explique une partie. Alors une partie seulement, mais ça explique une partie quand même du succès de ces discounts, forcément. Oui, ça nous donne un avantage comparatif aujourd'hui sur plein de choses. Après, le problème, un peu dans ces sujets-là, c'est quand j'ai commencé il y a 15 ans, j'étais statisticien, je suis devenu data scientist, ensuite on s'est mis à parler de machine learning, aujourd'hui on parle d'IA, etc. À tort ou à raison, on se focalise trop sur des choses très compliquées. On a vu des robots qui jouent au foot, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entreprises dans la région qui aient besoin de robots. Non, d'ailleurs, ils l'ont dit, c'est pas le cœur du sujet finalement. Et du coup, ça rend la chose aussi probablement à tort. Alors ça le fait peut-être, ça fait un peu mousser le truc, c'est bien, ça fait de la pub et tout, mais ça rend probablement le truc un peu inaccessible. On se dit, ah mon Dieu, quelle horreur, c'est très compliqué. Il joue pas comme Ronaldo encore, hein, faut pas exagérer non plus. Non, j'entends, mais ou sinon on va donner l'exemple de quelqu'un qui a analysé des centaines de milliards de tweets pour trouver je ne sais quelle maladie. Bon bref. Donc on trouve toujours des choses un peu trop compliquées pour l'usage standard qu'aurait une entreprise à peu près standard. Donc en fait, il faut plutôt le prendre à l'envers. Hein. Si on sait faire ces choses très compliquées, c'est qu'il y a plein de choses qui étaient compliquées avant qui sont devenues assez simples. Tout à fait. Et il y a aussi plein de choses simples à faire. Et je pense qu'il y a un peu ce prisme-là de voir on voit toujours le truc le plus sophistiqué, ça fait un peu peur, ça paraît lointain, etc. Donc il faut changer un peu de prisme. Alors je fais nous ce qu'on a choisi alors nous on a un peu de la chance parce qu'on a adossé un gros groupe, donc ça aide un peu, c'est quand même plus facile. Donc c'est plus facile aussi pour trouver des financements parce que c'est un peu ça va avec. On sait où taper quoi. Ouais. Après, c'est pas non plus infini, on n'est pas personne. Hein. Non, c'est clair, non. Et nous, on a un peu adopté notre approche sur l'innovation, hein, c'est qu'on le faisait sur la partie warehouse, d'ailleurs, enfin sur la partie entrepôt, en tous les cas, on s'est mis en tout cas à aider des startups. Oui, vous les hébergez littéralement quoi. Et là, cette année, on lance une initiative un peu différente parce qu'on va le faire sur la partie marketing digital. Donc, on est en train de sélectionner en tous les cas des entreprises qu'on essaie de prendre toutes petites justement. On va pas forcément leur donner beaucoup d'argent, par contre on peut les aider sur, ils n'auront pas forcément toutes les compétences, donc nous on peut les aider sur la data s'il faut, on peut les aider sur l'usage métier, justement pour qu'ils aient un cas concret tout de suite. Quoi. Donc nous on va essayer de porter notre petite pierre à l'édifice, mais par cette voie-là. Quoi. Pas par l'argent, parce que forcément on n'en a pas non plus, déjà on en a besoin pour notre usage propre. Bien sûr. En tout cas on va essayer de l'accompagner, nous, comme ça, avec notre culture, parce que nous on a déjà cette culture-là, finalement, de l'intégrer, de l'innovation, on le fait en interne, donc on aura assez facilement, on peut leur donner... la possibilité de mettre à l'épreuve finalement leur solution assez vite. Quoi. Donc nous on l'a plutôt pris comme ça. Ça ne répond pas tout à fait à la question, mais en tout cas voilà, il y a quand même, on peut quand même faire quelques petits trucs. Ouais. Et dites-moi, je suis surpris, Amazon l'a fait, d'autres l'ont fait, d'autres le font. Je suis surpris que ces discounts par exemple n'aient pas développé un assistant, enfin son Alexa lui quoi, vous voyez. À faire son...
On n'a pas exactement les mêmes moyens qu'Amazon. Bon, ça c'est clair. Donc bon, ça limite probablement certains trucs d'investissement. Je suis pas sûr que on n'a pas tout à fait le même chemin. On est beaucoup plus petit, on est sur le marché français. C'est-à-dire qu'on aurait essentiellement au début le marché français attaqué avec ce genre de choses. Donc ça explique probablement le pourquoi, quoi. Après, on n'abandonne pas, on fait beaucoup de choses en innovation, y compris sur la voie, etc. Mais à notre échelle, quoi. Éric Dadian, vous vouliez réagir? Je pense que des grands groupes français ou européens, ils seraient ravis de travailler avec des solutions françaises, alternatives à Alexa ou Google Home. Le problème, c'est qu'il faut les fournir. Et je crois que c'est Cédric qui l'a très bien dit. C'est-à-dire que Cédric, il a peut-être ce potentiel aujourd'hui d'aller vers un assistant vocal équivalent. Mais ce qu'il lui faut, c'est... Alors, il a eu la chance, il a eu quelques grands comptes, quelques grands clients qui lui font confiance aujourd'hui. Donc ça, c'est la première des choses. Mais après, c'est le financement. Il faut répondre à leur demande aussi. Là, on regarde dans l'appel à manifestation d'intérêt qu'a lancé après le rapport Villani le gouvernement. C'est combien la somme, Monsieur le Président du Hub Francia? C'est 1,5 milliard qu'on va avoir de disponible au niveau français, quoi. C'est rien, quoi, pour faire l'équivalent de combien Amazon met 30 milliards par an, 10 milliards par an. Et la Chine, Alibaba, c'est gigantesque. Ils vont, les sommes qu'ils investissent en intelligence artificielle. Ils ont 70 000 développeurs. Ouais, voilà. Donc, comment voulez-vous que l'Europe lutte? Les chiffres ont été très bien cités. Donc, oui, je pense que ces discounts, tu as envie, je réponds à sa place. Mais, et tous les groupes qui sont dans la FRC ont besoin d'avoir des assistants vocaux alternatifs. Il n'y a pas encore de solution. Donc, attendons qu'ils arrivent. Pour l'instant, ils travaillent avec Google Home ou avec Alexa. Mais dans 2-3 ans, je pense qu'on aura des solutions. On se garde quelques minutes pour échanger. Je sais que ce n'était pas forcément prévu, mais j'ai envie quand même. S'il y a une question ou des questions dans la salle, n'hésitez pas. Ah ben voilà. Attendez. Gardez-le. Merci beaucoup. J'ai une question pour Cédric, s'il vous plaît. Si ça ne vous dérange pas, tout à l'heure, vous avez expliqué que vous avez créé ou vous êtes en train de créer une sorte de compagnon. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça se passe justement, mais derrière là, ça veut dire que la personne entend toute la conversation. Si je fais appel à ce compagnon. C'est exactement un assistant vocal ou écrit. C'est un peu comme un Siri ou un Google Assistant. Donc c'est sur votre téléphone. Weedy est sur les stores, sauf que vous ne pourrez pas l'utiliser. Nous, en fait, Weedy est une vitrine qu'on vend aux grands groupes pour pouvoir faire le même compagnon, mais sous leur couleur. Oui, en marque blanche, comme on dit. Avec AXA ou avec Renault. Weedy n'apparaît pas, en fait. Alors moi, je voyais ça, pardon. Et comment ça fonctionne derrière? Justement, on essaye de garder un certain mystère, mais il y a un mix entre ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle et des humains derrière, mais aussi assistés, augmentés par de l'intelligence artificielle. Donc on a une sorte de compagnon entité qui discute avec vous autant que vous voulez, de votre manière, chacun différent, et parce qu'il s'adapte à vous. Il fait du mimétisme. Et ensuite, comment il va fonctionner? Justement, on essaie de laisser un point d'interrogation dessus et de faire justement différent pour exister, différent de tout ce qui peut exister actuellement sur le marché. Vous mettez un point d'interrogation, mais alors justement, ça soulève encore plus sa curiosité. Mais c'est fait exprès. Bien sûr. Oui, mais alors là, je vais toucher la privacy. C'est par exemple tout ce qui est dit, c'est enregistré, parce que la personne, si elle nous connaît automatiquement, c'est pas qu'une personne physique. Vous avez sur les données personnelles? Oui, mais pas que. Plus ses habitudes, justement, par rapport à l'utilisateur. Donc, là, Bien on sûr. parle du client, ses habitudes de consommation, ses habitudes, si on veut... C'est pour ça que ça reste dans une zone totalement privée, confidentielle et cryptée. Par rapport à la loi, la RGPD ou le nom que vous voulez lui donner, sur les données personnelles, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus avec tous les grands groupes, parce que tous les grands groupes nous le demandent. Donc, on a vraiment cloisonné pour que tout ce que vous dites est utilisé par cette entité, ce compagnon, pour mieux vous répondre et que vous ayez une sensation que quand vous dites quelque chose, ce n'est pas pour vous vendre quelque chose. On ne transfère pas la data, les données vers un tiers pour faire du business. Alors, je voyais pas, oui, il y a cette possibilité-là. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Voilà, je voyais un peu plus loin, parce que tout ce que vous faites peut également aider au niveau de la santé. Pour les personnes qui ont peut-être du mal, les personnes qui ont du mal physiquement à se mouvoir, ou peut-être aussi qui ont des problèmes neurologiques. Je vais aller plus loin, peut-être Parkinson ou autre, ça peut aider. Mais alors, tout ça, c'est pareil, ce sont des données très personnelles par rapport justement à la santé, donc encore plus... il convient de les sécuriser. Oui, voilà. C'est les données sensibles.
Alors, les gens vont croire qu'on se connaît, mais Non, parce que vous Non, c'est un dialogue c'est c'est improvisé. parce que vous me posez une question sur quelque chose qu'on a fait, donc c'est pour ça, c'est marrant. En fait, on a créé Weedy pour vraiment un aspect d'être agressif et de gagner des marchés. Et de l'autre côté, on a fait une fondation qui s'appelle OVA, qui est là pour aider toutes les personnes, tout type d'isolement. Donc, isolement maladie, l'hôpital CHU, l'hôpital des enfants. On est, avec les Blues Roses, en train de travailler sur un projet de compagnons de chambre, les personnes âgées, le handicap, etc. C'est-à-dire qu'on prend la technologie Weedy et on l'adapte. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais par exemple, on va la mettre purement vocale ou on va mettre un compagnon un peu avatar. Mais tout le reste, tous les millions qui ont été investis sont mis dans la fondation pour que cette technologie serve à des projets sociétals. Et donc, sur les données sensibles, on travaille aussi avec des mutuelles santé et des assurances santé où tout ce qui est données sensibles, on a bien bûché dessus depuis maintenant 2 ans et tout est protégé, tout est sécurisé et en plus plutôt rattaché à un projet sociétal de mécène et pas du tout un côté mercantile derrière, d'essayer de faire de l'argent dessus, mais pas du tout. Alors, juste peut-être ma question rejoignait le point commun. Rapprochez le micro. Pardon, le point commun qu'on pourrait avoir, c'est juste que ma petite société où je m'intéresse beaucoup justement à la petite révolution digitale dans le domaine de la santé. Oui. Et donc, j'ai rencontré quelques petites entreprises et des startups qui, que ce soit, vous avez dû, je ne vais pas citer de nom, mais par exemple pour les personnes qui ont de l'asthme, pour aider les enfants, ou d'autres systèmes pour pouvoir prévenir. Donc, c'est pour ça que je vous posais cette question. Je pense que vous avez des choses à vous dire. Oui, avec plaisir. Là, c'est bien commencé déjà. Hein. Alors, vous ne le voyez pas parce que ça se passe dans votre dos, mais on m'a fait des grands gestes en disant c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc, je suis obligé de clore ici. C'est dommage, ça passe vite, ça passe trop vite. Vraiment trop vite. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Cédric Dumas, François Marécal, Éric Dadian, Yann Maréchal, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à cet atelier.